Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. C'est la trêve, oui encore, mais cette fois, c'est pour la bonne cause puisque nous allons pouvoir vibrer avec l'Euro 2024 au rythme des sélections nationales jusqu'au 15 décembre. Du côté de Metz Handball, ça continue de travailler dur, vous le savez. Et pour nous, il est temps de faire un premier bilan et j'ai l'invité parfait pour cela. Il s'agit d'Emmanuel Maïnad. Salut Manu. Salut. Bienvenue dans ta première dans Dragon Mag cette saison. Ouais, exact. On va te cuisiner, fais attention parce qu'en face, Je suis prêt. il y a un client, c'est Arthur Carmier de l'Ami Sport. Comment ça va? Salut Mathieu, ça va très bien, c'est bientôt l'heure du repas, donc la petite cuisine saurait être parfaite. Ça marche, eh ben, on y va tout de suite, sans prendre de détour, c'est la première mi-temps. Metz Handball ne rejouera plus en 2024, mais Metz Handball a validé tous les points de passage. La saison a débuté avec de la Champions League. On va commencer par là avec ce classement de la poule A. Seule égratignure pour les Dragons provient justement du premier match de la saison, un match nul à Storhamar qui semblait peut-être évitable sur le papier, mais depuis c'est une feuille parfaite avec 7 victoires en autant de matchs. Au tableau d'honneur des victoires contre le FTC, contre Krim, contre Bucarest. Tous les rivaux sont tombés. Manu, ce match contre Storhamar justement, est-ce que finalement il n'était pas nécessaire pour mettre un petit peu l'équipe dans le bon ordre et lancer tous les esprits? Je sais pas, parce que si d'aventure l'équipe avait pris ce match-là, ne serait-ce que d'un petit but, peut-être qu'on aurait essentiellement connu le même parcours ou pas. Je sais pas, c'est toujours complexe de refaire l'histoire. Par contre, ce sur quoi nous avions essayé de capitaliser au sortir de ce match-là, c'était le fait qu'on aurait aussi pu le perdre, puisque à quelques minutes de la fin, on était à -2. On avait changé d'organisation défensive, Alisson était passé devant, avait récupéré quelques ballons, bref, leur avait posé des soucis, nous permettant d'en récupérer quelques-uns. Et c'est Lena qui marque presque sur le gong, même si Storhamar avait eu une dernière possession. Ça se finit sur un jet franc, je crois. Oui, complètement. Storhamar avait eu une dernière possession. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. On avait été très déçus tous au sortir de ce match-là. Je me rappelle déjà de mon premier discours, je m'étais dit, bon, est-ce que très vite je mets le feu à cette équipe-là ou est-ce qu'on leur laisse un petit peu le temps? Donc j'avais un peu tout dit et son contraire, c'est-à-dire que c'est pas normal pour nous, mais en même temps c'est bien parce qu'on s'en sort plutôt pas mal et vraisemblablement à l'heure de faire un premier bilan, on peut être pour le coup peut-être satisfait de ce point pris à ce moment-là qui nous permet d'être invaincus. En tout cas, Arthur, le classement, on l'a aperçu. Metz Handball figure plutôt pas mal. Et à ce moment-là de la saison, c'est assez exceptionnel d'avoir su créer un écart. Il y a des équipes qui sont derrière. Krim, avec 2 défaites, ne devrait pas pouvoir revenir. Bucarest est quand même assez loin aussi. Finalement, il reste le FTC avec qui il va falloir encore jouer un petit peu des coudes. Mais ça promet potentiellement déjà un quart de finale pour Metz Handball. Ouais, c'est ça. On attendait des équipes comme Krim, je pense, peut-être un poil plus haut en termes de points. Il y a déjà un réel écart qui est créé. Bon, évidemment, rien n'est jamais acquis en sport. Il reste pas mal de matchs. Mais vraisemblablement, Metz et le FTC ont leur billet, allez, on va dire, à moitié composté en quart de finale. Mais il faut finir le travail de manière cohérente sur cette fin de phase de poule de Ligue des Champions. C'est déjà un confort d'avoir cette avance comptable. La poule est peut-être un petit peu moins dense que la saison passée. Si on se souvient, c'était vraiment serré jusqu'à la fin, de la première à la 6e place, quasiment. Donc c'est vraiment une première partie de saison presque parfaite sur le plan comptable. Et je crois que Manu avait donné une stat à la fin du match contre Krim, le dernier match des champions. Ça faisait 10 ans, je crois, que Metz Handball n'avait pas terminé sa première partie de saison invaincue. 20 ans même. Ça fait 20 ans, enfin ça fait 10 ans en tout cas depuis que j'ai la responsabilité de cette équipe-là. On l'a jamais fait, clairement. La plupart du temps, on avait laissé un match en Ligue des Champions, pardon. Et la seule fois où on n'avait pas laissé un point en Ligue des Champions, on avait perdu contre Brest. Et donc, auquel cas, nous n'avions jamais terminé tout ça. Pour revenir sur ce que dit mon collègue en face, le billet pour l'écart, il n'est pas encore composté vraiment. Parce que la poule, contrairement aux années précédentes, n'a pas d'équipe très faible sur le papier. Il y a des équipes qui sont décrochées au classement. Bistrița, par exemple, mais je nous imagine très vite être en difficulté à Bistrița. Ils font le plein, il y a de l'ambiance, il y a quand même des joueuses de qualité. Donc, c'est pas si simple. Et puis, autant à la limite, pour un même nombre d'écarts de points, potentiellement, on a fait un trou sur Ljubljana parce qu'on les a joués 2 fois et qu'on a gagné 2 fois. Autant le match de janvier contre Česme va déjà aussi remettre une vraie tendance. C'est-à-dire que soit on reste à 7 points si match nul il y a, soit on bascule à 9, soit elles reviennent à 5. Et auquel cas,
À 5, ça remet pas les compteurs à zéro, bien sûr, mais ça repositionne un tout petit peu tout ça. Est-ce qu'il y aurait goal average ou pas particulier? Donc, voilà, on est, à mon avis, pas encore enclin à dire que le billet pour l'écart, il est qualifié. Il pourrait l'être en janvier, par contre, je pense. Mais pour l'instant, c'est, à mon sens, pas encore fait. Je te reconnais bien relativement terre à terre et comme ça. Et justement, on a un exemple, c'est il y a quelques semaines encore, Brest était premier de sa poule de Ligue des Champions. On va voir le classement justement. Aujourd'hui, Brest est descendu à la 4e place, ça fait un écart, notamment 2 défaites contre Odense qui ont coûté très cher. On voit bien que dans ces compétitions, ça peut aller assez vite. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce parcours de Brest en Ligue des Champions et cette contre-performance, on va dire, sur la fin de l'année 2024 qui leur coûte un petit peu cher au classement? Oui, alors de façon assez générale, juste sur les trajectoires, on n'a pas du tout la même ligne depuis le début. On a commencé très poussif. À contrario, elles ont très très vite impacté fort, un peu contre tout le monde, avec des écarts au score très conséquents. Et puis, voilà, la courbe s'est sensiblement inversée. Maintenant, elles ont eu quand même pas mal de blessés depuis le début de la saison. Nous, on est relativement plutôt bien épargnés. Je pense à Méline qui, par exemple, n'a pas joué les derniers matchs. Effectivement, Vakireva. Qui était malade, je crois. Ouais, ou trauma crânien, ou un début 2. Donc, c'est sûr que ça joue. Après, les 2 derniers matchs de la phase allée de la Ligue des Champions, ou en tout cas le dernier et le premier, puisque c'est comme ça que ça se passe. Brest a joué Odense et a rejoué Odense. C'est vrai que quand tu perds les 2, très vite, il y a des écarts qui se font, puisque de l'autre côté, il y a aussi des gens qui gagnent les 2, et donc du coup, les écarts se creusent. Leurs 2 défaites contre Odense, clairement, au classement, ne leur permet pas d'envisager la suite comme elles l'auraient imaginé. Et c'est pour ça que nous, on voulait essayer vraiment de gagner ces allers-retours contre Crime pour les mettre véritablement assez loin. Donc, bon, pas d'avis particulier sur Brest. Leurs 2 matchs contre Odense ne leur permet pas effectivement de voir la trêve en Ligue des Champions à la position qu'elles auraient aimé être, des courbes contraires, mais en tout cas en championnat, elles restent assurément compétitives. Quand on voit le classement de la poule de Brest, on se dit que factuellement, cette 4e place, Brest est grosso modo, je pense, à sa place. Il n'y a rien d'infamant à être derrière des équipes comme Győr, comme Odense. La poule est relativement serrée. Elle est dans cette poule. Effectivement. Et je me dis, en comparaison avec celle de Metz Handball et le vécu collectif des 2 équipes, les dernières saisons de Ligue des Champions, Metz Handball était là où il fallait être sur ces phases de poule. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard à retrouver Metz aujourd'hui en tête de sa poule, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les débuts poussifs. Mais dans le club, il y a un ADN, il y a un savoir-faire de la victoire. Et même en jouant moins bien, on continue à gagner des matchs, à engranger des points précieux. Et grâce à ça, on arrive à se trouver davantage collectivement dans le jeu. Donc, c'est pas un hasard, selon moi. Tu m'offres une bonne transition, Manu. On a l'impression que Metz Handball s'est beaucoup adapté, sur ce début de saison, en tout cas, au niveau de ses adversaires. De mémoire, et même avec mes fiches, ce sera encore plus simple. On se souvient de ces matchs où ça avait été un petit peu compliqué pour Metz Handball, ou en tout cas des matchs un petit peu serrés. Et puis arrivé ce match contre FTC où Metz Handball a semblé franchir un cap d'un coup d'un seul en allant chercher cette équipe. Alors, il y a beaucoup de facteurs à ça. On se souvient de la performance de Cléopâtre Darleux qui avait sorti le grand jeu aussi avec pas mal d'arrêts. Mais Metz Handball a semblé beaucoup se mettre au niveau de l'adversaire, tout en réussissant à être toujours un petit cran au-dessus pour remporter les victoires. C'est possible. C'est malheureux, clairement, mais c'est possible. Parfois, on a été, nous avons proposé des visages bien plus poussifs en championnat que ce que nous avons été capables de le faire en Ligue des Champions, avec moins de dynamisme, moins de fraîcheur, moins de spontanéité, moins de mise en place, Donc c'est possible. On est passé très près de la défaite contre Plan de Cuques à domicile en championnat. Donc le constat semble être celui-ci. C'est quelque chose qui me plaît pas, si tant est que ce soit vrai, parce que je trouve ça très très dur et que pour le coup ça ne nous rassure pas pour la deuxième partie de saison. Voilà, je pense quand même que on a passé ce cap-là aussi. Il y a eu Besançon à Saint-Symphorien où très vite l'équipe s'est dit « Ok, j'ai pas envie de revivre ça ». On a eu Mérignac où très vite l'équipe a aussi su faire preuve de caractère et prendre le match par le bon bout. Donc voilà, il faut peut-être aussi considérer que c'était plutôt un apprentissage lié à un début de saison,
à une confrontation très vite avec la réalité, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, on est ensemble et puis on est vite mis à contribution et on a été bousculé. On n'a jamais eu de moment où on s'est dit « Ok, l'équipe est installée ». Pardonnez-moi si je me répète, mais c'est vrai que l'année dernière, notre premier match de Ligue des Champions avait vu l'équipe gagner de 15 buts à FTC qui à ce moment-là ambitionnait plein de choses. Oui, bien sûr que c'est plus facile pour tout le monde de se dire « Ah ok, c'est un club qui gagne, on est bien, on est lancé, on est heureux ». Très vite après le match de FTC, on trinque à la belle victoire de l'équipe, tout le monde est relâché. Et là, Petra Vamos, Tira Axner, toutes ces filles-là commencent leur saison avec un match nul à Storama et voient un petit peu le coach excité et se disent « Je suis tombé où ?» quoi. Donc, c'était malheureusement un passage sûrement un peu obligatoire et que notre début de saison tendu, la vie des uns et des autres n'a pas aidé aussi à ce qu'on se libère clairement. Et quand plan de cul arrive et qu'il faut 55 minutes pour se lancer, ben, ça te rajoute une dose de stress pour le match d'après, encore et encore. Donc voilà, ça a été notre parcours de début de saison. En Ligue des Champions, on l'a dit, il va y encore avoir de gros rendez-vous en janvier. La réception du CSM le 12 janvier, le déplacement au FTC le 18 janvier, qui vont pouvoir être des révélateurs. Ça, on l'a dit. Pour le moment, je vous propose de parler un petit peu du championnat, même s'il est un tout petit peu moins révélateur. Il reste énormément de matchs à jouer. Seulement 7 rencontres ont pu être disputées. Au classement, malgré tout, Metz Handball est à la 2e place, ex-aequo avec Brest. 7 victoires en autant de matchs. Seule différence, une avance de 9 buts pour les rivales de l'Ouest. Une avance qui a un petit peu fondu sur les derniers matchs, parce que Metz a mis un petit peu le coup d'accélérateur sur le scoring, notamment avec ce match contre Besançon par exemple, qui a été assez fleuve. Arthur, qu'est-ce que tu en penses de ce début de Ligue Butagaz Énergie? Alors, il y a eu que 7 matchs, mais j'ai quand même envie de tirer quelques enseignements, notamment sur le plan du jeu. C'est peut-être sur ces matchs de championnat que ça s'est le plus vu, ce départ poussif de Metz Handball. Au final, l'équipe a fini par grandir petit à petit. Ce qu'il ne faut pas oublier, à mon sens, c'est que une année post-olympique, c'est toujours spécial, parce que les joueuses arrivent forcément plus tard. On a toute cette adrénaline des Jeux olympiques, la fatigue accumulée de la saison passée, et plein de choses. Et on doit tout de suite switcher sur le club. Il y avait beaucoup de nouvelles recrues. Manu a cité Petra Vamos et Tira Axner, donc 2 jeunes joueuses notamment. Et on peut en ajouter d'autres, il y en a pas mal. Ouais, pleines de potentiel, mais qui doivent s'acclimater à leur nouvelle vie à Metz. Il y a énormément de recrues. Et c'est surtout sur le poste de demi-centre. C'est le poste clé, c'est le poste de la meneuse de jeu. Forcément, ça prend pas en un jour les systèmes de Metz Handball. Cette année, il y a eu 3 joueuses qui sont arrivées à ce poste-là, donc forcément. Même si Alison Pino, c'est dans un registre défensif, les ajouts tardifs de Léna Granvaux et de Cléopâtre Darleux, peut-être que Cléopâtre Darleux, de par son poste, l'intégration était plus rapide dans le projet de jeu, mais il y a eu quand même pas mal de choses à emmagasiner. Et malgré ces défauts qu'on a pu constater dans le jeu, on constate la progression, et c'est ça vraiment qui est positif. Manu, là aussi, en championnat, les matchs qui comptent vont arriver assez vite. Ça démarre en janvier avec la réception de Dijon, une équipe qui a peut-être pu en surprendre certains, qui est coachée par Clément Alcacer, qui a longtemps été invaincu et qui a juste fait un petit écart en fin d'année contre Chambray. C'est une équipe dont il faudra aussi se méfier pour la reprise. Oui, bien sûr. Dijon, ça s'explique par plein de choses. Dans ma tête, principalement, il y a aussi le forfait de Nantes qui, du coup, libère pour beaucoup d'équipes la perspective de terminer 3e de ce championnat si on s'accorde à dire que Metz et Brest pourraient effectivement se rejouer le titre. Donc ça libère une perspective d'une 3e place. Dijon, c'est une équipe qui avait fait une excellente 2e partie de saison l'année dernière après avoir changé leur coach. Elle termine en finale de Coupe de France contre nous. Elles avaient fait un parcours extraordinaire. Elles ont à 90% la même équipe. Elles ont perdu Ilona Di Rocco pour Besançon. Elles récupèrent Peloton, qui est une excellente arrière. Elles récupèrent Offendal de Chambray, demi-centre, qui a eu quelques caps en sélection. Donc c'est une équipe clairement de très très bon niveau. Et puis elle profite aussi des contre-perfs de Chambray à droite à gauche qui auraient pu potentiellement aspirer à finir 3e. Donc voilà, il y a plein de petites choses, mais c'est une excellente équipe. On a quasiment fini le montage, c'est très bon, il n'y a pas de problème avec ça. Après, pour rebondir aussi encore une fois sur ce qui s'est dit juste là,
on peut pas se plaindre et pleurer de notre sort sur le début de saison et pendant la préparation physique, parce que il faut aussi se le dire, quand tu es amputé de X joueuses, c'est parce que ces X joueuses-là, elles sont aussi en sélection nationale et que potentiellement, elles ont un niveau intrinsèque de valeur qui est meilleur que celui des gens qui restent dans les clubs à droite à gauche. C'est comme ça que c'est fait. Par contre, voilà, il faut aussi se le dire, on rentre beaucoup de recrues cet été qui, pour la plupart, sont aux Jeux Olympiques. Donc, du coup, dans la difficulté d'intégrer des joueuses dans un projet de jeu, en plus, celles-ci sont au jeu et ratent énormément de temps de préparation. Tyra Axner arrive 10 jours avant la reprise officielle. Petra Bamos, sensiblement identique. Léna Granvaux, pareil. Laura Flip, pareil. Donc, voilà, il y a 4 joueuses de la base arrière qui déjà arrivent au dernier moment et on les lance et on se dit, bah, tiens, c'est parti, quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'était normal de passer par là? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est potentiellement une cause et une explication possible à un début de saison poussif. Après, si on veut donner du sens à ce que je vous dis là, il va falloir recommencer très vite et fort en janvier parce qu'on n'aura plus forcément d'excuses, mais en tout cas, c'est potentiellement un début d'explication. C'est pas le seul, clairement, mais ça peut expliquer tout ça aussi, quoi. Il y a une autre date qu'on a cochée dans le calendrier au-delà de ce match contre Dijon le 4 janvier, c'est celui de Brest le 12 février. On a évoqué l'équipe et je vais avancer dans le programme de l'émission. On a beaucoup de choses à raconter, mais ce sera aussi un vrai révélateur. On va passer à l'étape suivante. Arthur, je t'ai demandé de choisir un petit peu une joueuse que tu voulais mettre en lumière. On va en citer quelques-unes. Bien sûr, ce sera pas exhaustif, mais c'est l'heure un petit peu des encouragements du jury. À qui est-ce que tu décernes ton point? Alors c'est toujours difficile de faire un choix comme cela quand il faut sortir une joueuse du collectif de Metz Handball. Mais j'ai envie de saluer le début de saison canon de Lucie Granier. Parce que j'ai le sentiment qu'elle a vraiment passé un cap. Un petit peu comme Chloé Valentini quand elle est arrivée de Besançon jusqu'à Metz. Une première année, on va dire, d'adaptation, d'acclimatation où elle a fait des bonnes choses. Mais sans être une des leaders à mon sens. Là, j'ai le sentiment qu'elle devient leader dans le groupe, une joueuse vraiment sûre, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter dans les grands moments, dans les fins de match où il faut faire la décision. Et je trouve que sa progression, elle est quand même assez phénoménale. Peut-être que je m'attendais pas à l'avoir à un tel niveau et c'est une vraie belle surprise et j'ai vraiment envie qu'elle continue comme ça parce que elle peut vraiment faire de grandes choses aussi bien avec Metz Handball sur les échéances de fin de saison qu'avec l'équipe de France. De mon côté, je voulais parler de Petra Vamos, qui a un rôle complexe, mais qui m'a frappé par son envie de bien faire. Les premières années pour les demi-centres, on l'a évoqué à l'instant avec toi Arthur, sont toujours un petit peu particulières, préparation particulière avec les JO, et pourtant elle a montré des éclairs de talent, que ce soit au scoring, à la passe, et au-delà de ça, plutôt dans son attitude générale. Et j'ai longtemps hésité entre elle et Tyra Axner aussi, qui dans un rôle différent a su montrer son utilité à Metz. Je les mets un peu dans le même panier, parce que Metz Handball a eu la bonne idée de les recruter toutes les deux pour 3 saisons, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui s'inscrit dans le long terme, et on va reparler des contrats un petit peu tout à l'heure. Ça commence à être pas mal jusqu'en 2027 au niveau de l'effectif. Manu, tu confirmes la bonne pioche avec ces deux jeunes joueuses? Oui, alors moi je distribue pas les bons points. Sans distribuer les bons points, bien sûr. Mais je suis OK pour Lucie Granier, qui est une fille en or, une fille géniale, une fille de caractère, qui amène énormément de vie au groupe, énormément de peps, qui est une joueuse excellente, très bonne défenseur, très bonne contre-attaquante. RAS, tout le monde l'adore, je pense, Lucie au club. Petra et Tyra, énorme satisfaction pour le club d'avoir signé effectivement sur long terme. Parce que quand je vois Tyra, par exemple, dans un style complètement différent, ou Petra d'ailleurs, hein, je pense à Christina Jorgensen, qu'on avait voulu faire signer 3 ans, et son agent nous avait dit, bah écoutez, on fait 2, et si elle sera contente, elle restera. Et Christina, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'elle était très heureuse ici, sauf que il y a eu une offre d'un club qui effectivement l'a fait basculer, faute de quoi elle aurait pu rester, mais contractuellement, en tout cas, c'était pas possible. Et là, on a l'assurance effectivement de les avoir, sauf revirement de situation, mais pour une période assez longue. Et je trouve que pour le club, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, en fait. Aujourd'hui, pouvoir se dire, ouais, les joueuses qu'on voit aujourd'hui, là, vraisemblablement, on ne les aura pas moins bonnes demain et ou après-demain,
Et dans l'espoir de les voir prendre un niveau de jeu supérieur, on les aura pour encore un petit moment. Et c'est génial parce que handball, c'est aussi une philosophie, c'est aussi un état d'esprit. Et savoir qu'à la rentrée, on pourra déjà compter sur des filles qui... Voilà, par exemple, le cas de Tira, il faut le dire, on aurait pu ne pas faire signer Tira cet été. On avait déjà 2 arrières-gauches de qualité avec Jazz et puis Anne Metteux, clairement. Sauf qu'avec 2 joueuses qui étaient en fin de contrat et qui le sont à la fin de l'année, on s'était dit, est-ce qu'on n'accepte pas sur une an de prendre Tira, lui faire entendre et lui faire comprendre ce que c'est aussi Metz Handball, quitte à la sous-exploiter peut-être cette année en fonction de comment ça va se passer, mais avec la certitude qu'à l'été prochain, on aura déjà quelqu'un qui a mangé du Metz Handball pendant 1 an. Et donc, on sait déjà que Tira sera une arrière-gauche de Metz Handball la saison prochaine. Et c'est assez rassurant pour tout le monde de savoir ça. Et je trouve que Petra s'est très très vite intégrée. Tira a eu une blessure à la cheville qu'il a laissée de côté pendant un moment. Pour Petra, je trouve que c'est l'une des joueuses qui arrive à Metz Handball et qui arrive à s'exprimer le plus rapidement possible. Christina, que j'adore, qu'on a tous adoré, a mis, je pense, plus de temps, par exemple, que Petra pour un même poste et pour une responsabilité identique. Par contre, je souhaite à Petra d'arriver aussi loin que Christina est arrivée avec nous. En tout cas, on va voir comment elles continuent à évoluer, ces joueuses. Elles sont dans les satisfactions du début de saison, mais il y a encore un long chemin à faire. Il y a un autre nom, Arthur, il a un peu fait l'unanimité entre nous deux. C'est celui de Cléopâtre Darleux. Il y avait des doutes sur sa capacité à retrouver le plus haut niveau. On sait que ça n'avait pas été simple avec Brest, avec ses blessures, etc. Elle avait un tout petit peu joué avec l'équipe de France, mais voilà. Et elle revient finalement à Metz Handball avec 37% de parade en Champions League, 41% en championnat. C'était vraiment, Manu, la pièce manquante du puzzle de Metz Handball cette saison? Je sais pas, mais ce qu'il faut savoir des fois, et pour le coup, les chiffres ne peuvent pas nous permettre d'avoir un mot ou deux, mais c'est la qualité de la personne, quoi. C'est assez déroutant avec ce passif-là, avec son expérience, avec tout ce qu'elle a vu, vécu, l'équipe de France, l'étranger, Viborg, tout ça. Elle arrive là et en 10 jours, sans forcer, elle a fait l'unanimité auprès du staff technique, auprès des salariés, des administratifs du club. Enfin, je le vois bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, c'est d'abord, à la limite, notre première belle satisfaction, c'est d'avoir rentré une personne de qualité. Et puis après, on parle de statistiques. C'est une gardienne qui a un poste. Pour moi, honnêtement, c'est ce qui se fait encore de mieux, quoi. Vraiment. Alors, vraiment, il n'y a pas de doute avec ça. Je la vois à l'entraînement, je vois sa capacité à entendre, à comprendre, etc. Je vois sa préparation de match. Je vois son attitude, je vois tout ça, elle prend un but, ok, c'est pas grave, on passe, on switch à autre chose. Pourquoi je l'ai pris? Ok, je ferai pas 2 fois la même erreur. C'est bluffant, vraiment. Je vais me mouiller. Enfin, oui, effectivement, c'est bluffant. C'est peut-être, pour répondre à ta question, Mathieu, vraiment la pièce changeante, le game changer, la joueuse qui va te faire gagner des matchs qui comptent peut-être dans un Final Four, si Metz Handball va au Final Four, et faire ce qu'elle fait. Après avoir passé quasiment 2 ans en dehors des terrains, c'est vraiment phénoménal. On n'a pas envie qu'elle arrête quand on voit son niveau de jeu. Alors, il y a peut-être un petit revers de la pièce à toutes ces bonnes choses, c'est que ça a peut-être ouvert une brèche avec Camille Depuiset qui joue moins et qui a peut-être un rôle différent dans l'équipe, là où elle aspirait à autre chose. Thierry Weisman déclarait dans le Républicain Lorrain que son départ était a priori déjà quasiment acté à la fin de son contrat. En quelques mots, Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Très peu de choses. Très sincèrement, moi, j'ai pas ou peu de filtres. C'est-à-dire que quand l'opportunité Cléopâtre Darleux arrive, je dis à Thierry, bien sûr qu'il faut le faire, quoi. Je prends en considération l'état d'esprit des 2 autres gardiennes, bien évidemment. Mais dans le même cas de figure, quand le conflit en Ukraine arrive et que l'opportunité grâce existe, on réfléchit pas trop longtemps. Financièrement, c'est possible, oui. Alors on y va. Alors qu'à l'époque, on avait quand même Méline et Tamara qui étaient 2 très bonnes joueuses. Eh bien, on a sauté sur l'occasion à ce moment-là, comme on l'a fait ici avec Cléopâtre. Après, les doléances des unes et des autres, je les entends, c'est mon travail. Mais mon travail, il est aussi de faire gagner l'équipe. Et auquel cas, quand je réfléchis à comment on peut faire, Cléopâtre Darleux, à ce moment-là, nous semblait être une plus-value sportive pour l'équipe. Et c'est aussi devenu une plus-value humaine. Donc, voilà, 0 regret sur tout ça. Sans perdre de vue effectivement le fait que il faille redispatcher les rôles des unes et des autres. Camille et Sophie ont fait l'objet parfois de ma part d'une non-convocation sur un match.
si c'était à refaire, je le referais. En tout cas, cette question ouvre un tout petit peu les hostilités, entre guillemets, hein, sans grande mesure, sur les questions de contrat et de mercato. Je propose de passer à la deuxième mi-temps. Alors, il est encore tôt, mais moins que l'année dernière, mine de rien. On commence déjà à se poser des questions sur les différents contrats en vue de 2025-2026. Il y a déjà un élément de réponse. Sarah Bouktit, qui était encore sous contrat pour une saison, vient de prolonger pour une saison encore supplémentaire, soit jusqu'en 2027. Ça, c'est plutôt fait, Arthur. Sarah Bouktit, pour pas mal de gens, c'est un des visages majeurs de Metz Handball. Pouvoir continuer avec elle sur cette durée-là, c'est déjà un grand luxe. Bien sûr, visage, c'est le mot qui lui correspond, je pense, dans ce projet de Metz Handball. C'est devenu l'une des toutes meilleures joueuses au monde à son poste, à mon sens, malgré son âge. Je trouve que sa précocité, elle est quand même assez remarquable. Elle est formée au club, elle incarne les valeurs du club, elle incarne énormément de choses. Et la voir encore plonger une année, on peut penser que c'est anecdotique une saison, mais non, ça veut dire qu'on s'installe encore un peu plus dans la durée à Metz Handball pour Sarah Bouktit. Et c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Et c'est une des joueuses de base du système de Manu. Manu, tout le monde pourra aller lire ta satisfaction, celle de Thierry et celle de Sarah sur le site internet de Metz Handball. Des déclarations, on sent qu'il y a une vraie grosse satisfaction. Moi, je retiens quelque chose dans tout ça, c'est que Sarah a été contactée, a été un petit peu sollicitée par d'autres clubs. Elle fait malgré tout le choix de rester à Metz Handball, un club dans lequel elle croit. Ça doit être une énorme satisfaction pour toi de se dire qu'une joueuse qui a pris cette ampleur-là continue à croire à ce point-là à son club et à rester attachée à ce point-là. Oui, alors je vais peut-être trahir un secret, mais Sarah avait un contrat avec la structure jusqu'en 2026, sauf erreur de ma part. Sauf que il y avait une clause libératoire, et je vais être très honnête avec vous, quand Thierry l'a réfléchi, on ne s'imagine pas que quelqu'un va être capable, du jour au lendemain, de venir mettre l'argent de la clause pour libérer Sarah. Bah, sauf qu'en fait, il y a un club qui arrive et qui dit « Non, mais moi, ça ne me pose aucun problème. » quoi. Donc, le handball change. Ouais. Le handball... notamment dans l'Europe de l'Est, met de l'argent et la bagarre, elle devient très compliquée pour nous. C'est une évidence. Et ça, c'est un élément qui doit éveiller un tout petit peu les gens pour dire, ah ouais, ça devient vraiment compliqué. C'est-à-dire, quand on met la clause, on est convaincu que... Et il y a un club qui arrive et qui dit, mais moi, c'est rien, je la mets tranquille, quoi. Et là, on commence à prendre peur. Et vous imaginez bien que le club capable de mettre de l'argent est aussi capable de proposer un revenu mensuel à une chose comme Sarah Bouktit qui est très conséquent. Sûrement en adéquation aussi avec ses qualités. Et ce que je veux dire par là, c'est que le choix de Sarah, il faut que les gens le mesurent vraiment. Moi, j'encourage tout le monde à dire Sarah, ce qu'elle fait, c'est fort, c'est beau. J'ai pas lu les déclarations, je le ferai tout à l'heure sûrement. Mais pour moi, c'est le choix, j'espère, du cœur, de la confiance, des copines, des copains, d'une relation entraîneur-entraîné ou de relation entraîné-staff. Qui plaît à Sarah, dans lequel elle s'y retrouve. C'est pour moi quelque chose qu'il faut vraiment louer parce qu'aujourd'hui, on est pris de partout et que ce n'est pas évident. Et qu'à la fin, les joueuses sont malgré tout décideuses pour la plupart et que Sarah ait fait le choix de poursuivre l'aventure, c'est extraordinaire. Je viens de voir, sauf erreur de ma part, Sarah le 27. Elle signe jusqu'en 2027. Voilà, il faudra peut-être à terme lui faire changer de maillot pour lui donner le 28 pour que ça continue encore et encore, mais... On est OK, il y a peut-être un moment où Sarah partira, j'espère le plus tard possible, parce qu'aujourd'hui, son niveau est devenu pour moi stratosphérique, quoi, clairement. Thierry Weisman dit qu'elle est top 2 mondiale. Oui, après, c'est toujours complexe. Pour moi, elle est top 1. Voilà, pour les gens, elle sera top 3, pour les gens, elle sera top 5. Peu importe, on est tous d'accord pour dire que c'est du très, très haut niveau, très jeune, de Metz, c'est fou. Et c'est extraordinaire. Moi, je suis... tellement heureux pour l'ensemble de la structure, des gens qui aiment le club, que Sarah reprolonge vraiment comme rarement je l'étais. J'ai été touché par Chloé quand elle a reprolongé. C'est de ce niveau-là, vraiment. Manu, c'est le moment où je deviens pénible avec des questions un peu dures. Thierry Weisman a déclaré qu'il y avait une joueuse étrangère qui était sous contrat ou, si ce n'est pas le cas, très bien engagée. Que peut nous dire l'entraîneur de Metz Handball? Avec nous, pardon? Oui. Ah, ok, pardon, j'étais pas, je voulais savoir si c'était le de chez nous qui partait. Non, qui s'engageait avec Metz Handball a priori. Oui, ça, c'est vrai, qui devrait être annoncé, je crois, en décembre. Alors, je sais pas si c'est signé ou si, en tout cas, les relations sont très, très abouties et qu'il
Il manque juste un peu de paperasse, mais oui, ça va se faire. Et j'en dirai pas plus. Vraiment, je m'engagerai pas. J'aurais essayé. C'est une joueuse qu'on avait déjà contactée par le passé, qui nous avait finalement, je crois que les gens sont rarement séduits par le projet Metz dans le temps 1, mais le sont un peu plus tard, comme Cléopâtre qui avait dit non et qui revient un petit peu. Donc non, ça sera annoncé assez rapidement. Une joueuse mais qui rentre, je pense, dans la lignée de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire aussi, peut-être par la force des choses, mais en tout cas, très, très, très content de ça. J'ai pu échanger un peu avec des supporters, en tout cas avoir quelques commentaires. Ils ont une petite liste un peu au Père Noël qui peut être un petit peu ubuesque comme ça, mais il y a des noms qui reviennent, les noms de la jeune hongroise Petra Simon ou de la danoise Mette Tranborg. Bon, c'est quand même des noms qui envoient un petit peu. Ils sont aussi sur ta liste au Père Noël ou ça se passe comment? Bah non, il n'y a aucune des deux qui sera à Metz, hein, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas de ça, mais après... Je peux comprendre un peu pourquoi, voilà, une arrière-droite, une demi-centre, tout ça. Mais je pense que c'est des joueuses qui, financièrement, sont déjà dans des sphères qui sont inimaginables. Hein. Petra Simon, elle est à FTC, elle a déjà signé un contrat. Et elle est estampillée meilleure jeune joueuse du monde, donc forcément... oui, la seule chose qui pourrait, c'est, voilà, bien prendre un peu de temps. Mais j'imagine même pas FTC dire, OK, on se sépare complètement d'un espoir, donc potentiellement ce serait un prêt. Est-ce que FTC prêterait une joueuse comme ça à Metz? Je suis pas convaincu. Et Tranborg, on avait été sur elle l'année dernière, elle était venue, il y a 2 ans, elle était venue sur Metz, elle avait passé une visite médicale, et puis au dernier moment, c'est elle qui avait dit, au dernier moment, non. C'est elle qui avait dit finalement non. Mais c'est des gens, honnêtement, je vous le dis là, en toute honnêteté, qui sont pas du tout atteignables financièrement avant même d'engager les discussions, quoi. Tant qu'elles sont pas dans la liste, et vous les verrez pas porter le maillot de Metz l'année prochaine. En tout cas, pas pour l'instant. On ne sait jamais de quoi l'avenir. Mais Handball, c'est jouer des gros coups quand il y a des occasions. Du côté des joueuses qui pourraient être en discussion pour rester, il y a le cas de Léna Granvaux qui a une clause à activer ou non sur ce mois de décembre. On en a parlé avec elle quand elle était venue sur ce plateau. Elle nous disait que c'est dur quand même parce que ça fait 3 mois qu'elle est à Metz Handball. C'est extrêmement compliqué de faire un choix. Elle a 21 ans. C'est compliqué ces moments-là pour certaines joueuses. Alors, je pense pas qu'il y ait de clause. Je pense que c'est une nouvelle... Elle nous a dit en tout cas que la discussion était ouverte. Oui, voilà, exactement. Les discussions ont commencé avec tout le monde. Bon, est-ce que je trahis un secret à dire que la structure a très envie de continuer avec Léna? Est-ce que je prends un risque? Est-ce que je dis une bêtise à dire que Léna a envie de continuer avec nous? Voilà. Après, on a parlé de Sarah tout à l'heure et de ce qui peut se faire à droite, à gauche. Voilà, il va falloir discuter, trouver un terrain d'entente aussi entre Léna, ses représentants et puis la structure. Mais les deux comtés ont envie. Pour parler pour nous, très envie, très, très, très envie. On aimerait que notre binôme demi-centre de l'année prochaine soit Léna avec Petra. Mais après, voilà, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu et qui, pour le coup, ne m'appartiennent plus du tout. Et je laisse les grandes personnes gérer ça entre elles. Je pense que c'est une joueuse qui a... En plus, elle l'a dit, pour l'avoir lu dans Le Républicain de Reims, que c'est une joueuse qui se sentait bien à Metz. Après ce mélodrame nantais et la faillite des Neptunes, elle ne pouvait pas rêver mieux que Metz Handball. Et quand elle a signé, je m'étais fait une réflexion. C'est à ce moment-là, en plus de la saison, c'est peut-être le club idéal pour elle de confirmer son statut d'espoir du handball mondial, qui a déjà prouvé des choses, bien évidemment, avec l'équipe de France. Mais pour vraiment passer encore un cap, gagner des titres, faire des beaux parcours de Ligue des Champions. Et je pense que ce serait vraiment gagnant pour tout le monde et aussi pour nous observateurs de voir Léna Granvaux rester un petit peu plus à Metz Handball et s'installer dans la durée. Bien sûr, on va suivre ça de très près. Manu, du côté des départs entre guillemets annoncés, il y a les retraites. Alison Pinault ne devrait pas rempiler pour une autre saison supplémentaire. Cléopâtre Darleux a réaffirmé son envie d'arrêter à la fin de la saison dans un article de l'équipe. Mais de ce côté-là, est-ce que Metz Handball n'aurait pas 2-3 petits arguments en tête pour essayer de la faire continuer? D'abord, pour Alison, on n'a pas assez de mots à son égard. Alison, c'est incroyable. Elle arrive là, il y a des sceptiques, vraisemblablement. Elle arrive tranquillement, sur la pointe des pieds. Elle est très, très, très intelligente dans ses relations. Elle voit les gens, elle regarde, elle écoute, je crois. Elle parle quand il faut parler.
une énorme plus-value pour nous, de façon générale, très facilement perceptible sur les matchs des champions aussi, FTC, Bucarest, où elle amène énormément de choses, et dans le groupe, d'une aisance assez naturelle, sans forcer, tranquille. Donc, vraiment, moi, je vais être très égoïste, mais ce qui me plaisait aussi à l'idée d'ailleurs de travailler avec Cléopâtre, c'était dans ma carrière de pouvoir me dire, ok, j'ai connu des joueuses comme ça, j'ai travaillé avec Alison, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu, et très très content de l'opération. Elle devrait ne pas effectivement continuer au-delà de ça, et pour Cléopâtre, où la porte pouvait parfois sembler peut-être un petit peu plus ouverte, c'est pareil. Je ne considère pas aujourd'hui que c'est de mon ressort d'évoquer le sujet avec elle, donc je laisse le président gérer ça, discuter avec elle, voir s'il y a une opportunité ou pas. Je n'interviendrai que plus tard, si la porte s'entrouvre, mais à ce jour, je n'y crois pas du tout. On est en novembre, décembre, fin novembre. On va arriver en décembre. Voilà. J'y crois pas du tout pour l'instant. Après, elle avait dit non en février-mars, mais voilà. Déjà, je pense que l'hésitation pour venir là ne me laisse pas penser que c'est possible. Encore une fois, je ne m'immisce pas du tout dans tout ça pour l'instant. Au milieu de tout ça, il y a quand même des joueuses qui sont sous contrat et donc qui vont pouvoir continuer. On va voir la liste s'afficher. On n'aura pas forcément le temps de détailler sur tout le monde. Mais bon, Clevantini 2027, Sarah Bouktit 2027 désormais, Zofis Meret 2026, Petra Vamos 2027, Tyra Axner 2027, Anne-Emmanuelle Augustine 2026, Laura Flip 2027 et le cas particulier de Mia Burkic qui est prêtée et qui est sous contrat jusqu'en 2026 avec, il me semble, encore une option derrière ça, ce qui laisse quand même déjà une belle ossature tout de même. On voit quand même des noms très prometteurs pour Messandball. Et pour la suite, Manu, il me reste une question et elle va s'afficher derrière moi. Je vais te laisser un petit peu découvrir ça. Mais Emmanuel Mayenad dans tout ça. L'année dernière, l'annonce de ta prolongation s'était faite le 23 novembre. Nous sommes le 29. On en est où? Alors d'abord, c'est quand même beau pour la structure, je trouve, d'arriver en novembre, fin novembre, début décembre, et d'avoir déjà cette ossature de joueuses. Ce qui n'était quand même pas le cas par le passé. On était tous en train de se dire quid de Chloé, quid de elle. Donc c'est quand même assez énorme. Et concrètement, il y a déjà une équipe de départ qui a un visage plutôt intéressant. Donc c'est quand même assez gratifiant, je pense. Et puis la liste pourrait s'allonger d'ici peu de temps et peu de jours. Et c'est quand même assez énorme. Et moi, c'est assez marrant ou pas, mais on en a... Avec Thierry, on va se voir d'ici quelques temps. C'est toujours pareil. On est qu'en novembre. On n'a pas encore réussi notre saison, mais la crainte de faire la saison de trop, elle est toujours réelle. Vraiment, à chaque fois, je me dis attention, ça a plutôt bien marché là, et j'aurais une énorme crainte un jour de faire l'année trop, pardon. Parfois, ce qui avait anticipé, comme l'année dernière d'ailleurs, ma signature rapide, c'était le fait de me dire, ok, sportivement pour l'instant c'est quand même assez galère, on n'a pas beaucoup de joueuses et je peux pas partir là comme un faible et comme un lâche au moment où l'équipe elle se dessine pas. Alors est-ce que le fait que je on va s'inquiéter là, mec, attention. Donc on n'en est pas là non plus, mais en tout cas et c'est aussi en ce sens très honnêtement qu'on a milité ardemment pour que des joueuses signent longtemps, c'est de se dire ok, peu importe si l'entraîneur reste ou pas, il y a une superbe équipe qui se dessine et aujourd'hui, la structure et l'entité est plus importante que celui ou celle qui va diriger l'équipe. Et moi, de savoir qu'il y a ça, c'est super. Et moi, ça va. On n'en a pas du tout parlé. Pas du tout. On ne s'est pas vu, pas entrevu. Le mois de décembre va sûrement servir à ça aussi. Donc, j'attends le bon resto du président et le moment où on va en parler. Mais, ouais, je ne sais pas. Tu n'avais pas déclaré aussi... alors... Évidemment, avec le sourire, que tu partirais seulement avec une Ligue des Champions dans les bagages. Non, c'est le président qui a dit ça. C'est le président qui a dit du jour où la Ligue des Champions sera gagnée. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas envie de gagner la Ligue des Champions, parce que je me dis que si lui part, c'est quand même le début de la fin. Mais non, mais par contre, voilà, je réouvre une parenthèse, parce que je suis peut-être un peu alarmiste là, mais les conditions de travail à Metz, elles sont extraordinaires. Vraiment. Pour les joueuses, elles arrivent, elles ont leur vestiaire, la salle de musculation a été réaménagée avec un engagement financier important dans cette salle-là. Elle est belle. On a rentré un préparateur physique qui est super, Samuel Breton, qui est de très bonne qualité. C'était une crainte pour tout le monde d'avoir à faire un switch avec quelqu'un qui était resté là depuis 5 ans. La transition, elle s'est faite en douceur, très intelligemment, avec quelqu'un de très, très compétent qui amène plein de belles choses. Donc, c'est très, très bien.
Mais c'est vrai que l'environnement de travail, il est extraordinaire. Et voilà, moi, je le dis, il y a des contacts qui ont été initiés avec d'autres clubs qui amèneraient, à titre très personnel, plus de ressources, comme les joueuses qui sont contactées, etc., mais qui n'ont jamais été mon critère premier. Mais par contre, ce n'est pas des clubs qui disposent d'infrastructures comme nous. Et donc, pour moi, c'est quelque chose auquel je ne suis pas insensible, quoi. Il me reste une toute dernière question et on a été très long déjà. C'est une question à tiroir. L'année dernière, au moment de ta prolongation, il y avait aussi en arrière-fond ces questions sur l'équipe de France, etc. Ouais. Une question qui a été répondue par une certaine déception finalement, puisque tu n'as pas été tout à fait considéré à ce poste-là et les choix ont été faits différemment. Et justement, au moment où cette annonce a été faite, tu évoquais des pistes sur des sélections nationales. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer aussi dans tes choix d'avenir, ou est-ce que tu maintiens aussi l'idée d'avoir double projet jouer avec une équipe nationale, mais aussi en club? Ouais. Elle est dure. Hein. Non, Oui, elle m'amène à réfléchir. Bon, il y a eu effectivement ma déconvenue, puisque c'est la mienne, hein, seulement la mienne. Ensuite, c'est complexe parce que la raison pour laquelle, à un moment, c'est très égoïste encore, mais j'aspirais peut-être à faire l'équipe de France, c'était pour passer aussi à autre chose. Dans ma vie en général, je fais 19 ans là d'entraînement de club, c'est énormément de sacrifices, c'est 3 jours par semaine, t'es en dehors de la maison, soit c'est mardi, mercredi, jeudi en championnat quand tu joues à l'extérieur, soit c'est vendredi, samedi, dimanche quand tu es en Ligue des Champions à l'extérieur, c'était beaucoup. Et puis c'est les matchs, la préparation des matchs, les vidéos... Et la perspective de l'équipe de France m'aurait amené à un travail presque différent. Une compète par an, quelques stages par-ci, par-là. Je sais ce que j'aurais perdu, mais je sais aussi ce que j'aurais gagné. M'engager aujourd'hui dans un double projet serait une marche arrière énorme, puisque du coup, je m'engagerais et dans une dynamique de club et dans une dynamique d'équipe nationale. Et pourtant, ça a réveillé chez moi peut-être de l'appétit pour une équipe nationale. Je n'en prendrai pas une seule sans club, parce que j'ai pas envie de ça, j'ai pas d'intérêt. C'était soit la France, soit rien du tout dans ce cadre de figure-là. Donc voilà, j'attends l'Euro. Et si perspective il y a, je pense que je m'y engagerai si je sens un projet fiable, etc. Là, j'avais une équipe nationale asiatique qui m'a terriblement donné envie, mais pour des considérations différentes, l'aventure, etc. Sauf que, vous pouvez l'imaginer, cumuler Metz et une sélection asiatique, c'était complexe, sauf si cette équipe-là était capable de venir par ici pour faire tous les stages. Sauf que imaginez-vous, entre déplacer un individu et puis une sélection nationale de 20 personnes, plus un hôtel, bref, ça s'est pas fait. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais donc, je reste à l'affût, si besoin, si possibilité, après l'Euro, clairement en fonction de ce qui pourrait être proposé. Oui. En tout cas, du point de vue de Metz Handball, et sauf erreur de ma part, décembre 2025, ça marquerait tes 10 ans au club. Ça a aussi l'année de la célébration des 60 ans du club. Si jamais ça peut peser dans la balance, je jette ça comme ça. On n'aura pas le temps de toute façon d'élaborer là-dessus, puisque c'est la fin de cette émission. Merci Arthur d'avoir été présent. Merci Manu pour ta franchise, comme toujours, sur tous les dossiers. On se retrouve la semaine prochaine avec un focus sur l'Euro, à moins qu'entre-temps, Metz Handball ne dévoile déjà d'autres cadeaux avant l'heure. On verra. Rendez-vous en tout cas vendredi prochain à 19h. À bientôt.